Bonjour, bonjour à tous. Merci à notre partenaire, l'EM Lyon Business School, de rendre possible cette première série de Direct Lives des congrès HR et LTD qui court jusqu'à demain soir. Merci tout particulièrement à Tessa Melconian, professeure en management et comportement organisationnel à l'EM Lyon Business School. Merci à toi Philippe, Charles-Henri. Je leur passe la parole. N'hésitez pas à poser toutes vos questions lors de ce Direct Live, que toute l'équipe Arcaneo vous souhaite excellent. Et à vous. Merci. Merci Claire et merci à toute l'équipe. Tu as bien fait effectivement de souligner au fond ces sessions et ces rendez-vous que nous avons avec vous et avec Charles-Henri. On regardera bien sûr très régulièrement sur notre écran vos questions, vos réactions. Tessa Melconian, bonjour. Bienvenue dans cette session. Alors le thème, le titre est important. On va rentrer dans le détail. On va peut-être avoir et même sûrement des exemples de modèles avec des parallèles, probablement historiques aussi, pour être dans l'exemplarité. Mais on va commencer avec une question, si vous le permettez, plutôt personnelle. Alors, comment vivez-vous cette période de confinement, vous qui êtes extrêmement sollicité, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que, au fond, vous avez envie de nous dire sur vos réflexions sur l'exemplarité dans le confinement? Ben, je crois que cette période de confinement, elle a ramené, je dirais, encore plus au centre du jeu la question de l'exemplarité. Elle l'a toujours été, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais la question de ce que je montre à voir aujourd'hui à ceux qui m'entourent, dans mes comportements, dans ce que je fais concrètement, est un élément majeur. Alors, et vous avez raison de me questionner sur moi, c'est-à-dire, je travaille sur ce sujet, mais qu'est-ce que moi... quelle est mon exigence personnelle sur ma propre exemplarité? Le premier élément, c'est que je pense que tous les dirigeants, les managers sont aujourd'hui confrontés à une exigence d'exemplarité sans précédent, que toutes leurs équipes les observent avec beaucoup d'attention et je voudrais les aider au maximum dans cette période que je sais très difficile et exigeante. Donc déjà, j'essaye de participer autant que je peux à des échanges de cette nature-là, à discuter avec les dirigeants, restant en lien avec eux, pour voir ce qu'ils peuvent incarner dans leur comportement. Et ensuite, à mon propre niveau, je dirais que moi, j'ai dû aussi transformer mes propres comportements et être capable d'offrir à mes étudiants comme à mes clients d'Executive Education des classes distancielles qui soient vivantes et qui permettent de continuer d'avancer sur ce sujet. Merci. Charles-Henri? Alors, je suis ravi de parler avec Tessa. C'est une collègue. Alors, je vais me permettre de la tutoyer puisqu'elle est aussi membre de l'association des professeurs et chercheurs en ressources humaines que j'ai l'honneur de présider. Vous m'entendez là? Oui. Oui, que j'ai l'honneur de présider depuis 2017. Donc, Tessa, moi, la première question qu'on va te poser, c'est qu'est-ce que c'est finalement l'exemplarité? C'est quelque chose, un thème évidemment développé par bon nombre de philosophes, d'auteurs depuis tant d'années. Qu'est-ce que c'est l'exemplarité? Comment ça peut se comprendre dans le contexte de l'entreprise? Et j'en profite pour dire aux participants qu'ils vont voir apparaître un sondage, le premier sondage. On va vous poser une question très simple, enfin, qui est quel est le mot qui va accompagner le déconfinement dans votre entreprise? Donc, ça va être le premier sondage pendant que Tessa va développer cette thématique de l'exemplarité pour introduire le débat. Merci Tessa. Très bien. Si vous permettez, j'ai juste quelques... Ah, mince, je voulais partager un média avec vous. Voilà. Voilà, c'est bon. Juste quelques éléments visuels pour aider. C'est vrai que l'exemplarité, comme Charles-Henri l'a mentionné, c'est un concept qu'on connaît depuis très longtemps. Et d'ailleurs, un concept qu'on comprend très bien, même les enfants. Hein, pour ceux qui ont des enfants, vous savez à quel point les enfants sont très forts pour identifier les manquements d'exemplarité de leurs parents et s'en servir pour leur propre cause. Donc, on voit très bien que derrière cette idée d'exemplarité, tout le monde comprend l'idée du modèle à suivre ou à ne pas suivre en fonction de comment il se présente. Et depuis toujours, les grandes philosophies, les grandes spiritualités ont bâti sur l'idée du leader exemplaire, notamment pour guider en situation de crise. Donc on verra bien que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle fait particulièrement appel à la notion d'exemplarité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ dans la philosophie, il y a deux conceptions qui vont un petit peu s'opposer. D'un côté, on va avoir une conception, je dirais, plutôt pragmatique, qui est défendue par Aristote, qui voit un petit peu dans l'exemplarité quelque chose qui se situe dans un contexte précis.
vous allez me trouver exemplaire parce que dans cette situation de crise, quand je vous demande, par exemple, d'avoir de nouveaux comportements au travail, c'est-à-dire de travailler en distanciel et de continuer d'assurer tous vos services en distanciel, il faut qu'à ce moment où moi je vous le demande, moi-même je sois en train de faire cet effort-là. Donc quelque part, que je sois une personne extraordinaire ou que je sois une personne tout à fait banale, a peu d'importance à ce moment-là. Ce qui compte, c'est l'alignement entre ce que je vous demande de faire et ce que moi je suis en train de faire. Donc c'est une vision que je dirais très pragmatique et très située et qui ne fait pas appel à la notion de vertu ou de qualité morale. Et à l'inverse, de l'autre côté, on a la vision plutôt platonicienne qui, elle, au contraire, va appeler à la notion de vertu. C'est-à-dire qu'il va dire finalement, je suis exemplaire parce que tout le monde reconnaît une forme de qualité morale supérieure qui est la mienne. Et du coup, les gens vont me trouver exemplaire, quel que soit l'environnement et le contexte dans lequel j'agis. Alors vous allez me dire, ok, c'est intéressant ce débat philosophique, mais en quoi c'est important pour nous aujourd'hui? Ça l'est parce que moi je travaille avec beaucoup de dirigeants et souvent ils vont me dire, oui, mais tu sais très bien que ce n'est pas possible d'être parfait, notamment vis-à-vis de toutes les parties prenantes qui sont les nôtres aujourd'hui. Le problème, c'est que si je tombe dans l'écueil de la perfection, il n'y a plus de possibilité de penser une forme d'exemplarité. Donc, j'encourage, et en tout cas, c'est la définition que je défends, je reprends la vision aristotélicienne de l'exemplarité, je la défends dans mon ouvrage, en définissant l'exemplarité de manière très pragmatique comme la capacité du leader d'incarner à travers ses propres comportements les exigences qu'il va formuler vis-à-vis de ses équipes, ou du corps social dans son ensemble, si la personne est un homme ou une femme politique ou si c'est un chef militaire. Donc, quelque part, vos qualités morales, elles sont toujours un plus, comme toujours dans la vie. Par contre, on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être exemplaire. C'est très important pour moi. Et j'insiste parce que c'est une qualité qui peut se développer. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter au cours de cet échange, hein, comment on peut aider les leaders de toute nature à développer leur exemplarité. Ce n'est pas possible si on le conçoit comme quelque chose qui est attrait avec des compétences ou des qualités innées. Donc vraiment, moi, je le définis de manière très simple, très pragmatique, et c'est quelque chose qui peut se développer dans le temps. Un autre élément aussi important que je voulais préciser, quand on la définit comme ça nous permet de dire ce que ça n'est pas non plus. Et je pense que par rapport à la question qui vous est posée, c'est important d'y revenir. L'exemplarité, c'est donc pas la perfection. On l'a compris ensemble, c'est pas d'être extraordinaire. Déjà, ce n'est pas possible, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais ce qui est aussi important, c'est que ce n'est pas être au-dessus des autres. Je n'ai pas besoin que les gens me regardent en levant les yeux vers le haut pour être exemplaire. C'est même tout l'inverse. Quand j'ai des discussions avec mes étudiants et qu'eux-mêmes me disent « mais être exemplaire, c'est trop lourd, c'est pas possible », non, c'est tout l'inverse, c'est être avec les autres, c'est être comme les autres. Donc on aura peut-être aussi l'occasion de rediscuter par rapport aux résultats, mais je pense que c'est une notion très importante du leadership aujourd'hui, qui se traduit d'ailleurs dans plein de visions du leadership, que ce soit servant leadership, dynamic leadership, toutes les dernières conceptualisations du leadership insistent sur cette capacité du leader de faire partie de l'équipe, tout en pouvant à certains moments reprendre la main pour prendre des décisions. Donc on est tout à fait d'accord avec ça. Et le dernier élément que je citerai sur ce que ça n'est pas, ce n'est pas, ou en tout cas être exemplaire, ça ne veut pas dire ne jamais se tromper, c'est même tout l'inverse. Donc vous le savez comme moi, en France, on a une sérieuse difficulté sur ce droit à l'erreur, hein. C'est quelque chose avec lequel on bataille beaucoup. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises sur cette question de comment on peut favoriser le droit à l'erreur, comment on peut permettre aux équipes de faire plus de suggestions, de prendre plus de risques, d'être plus rapidement dans l'essai-erreur, et bien ça va passer notamment par la capacité du leader de reconnaître ses erreurs, mais reconnaître aussi l'obsolescence de ses scénarios. Je sais que vous avez eu aussi un échange avec Philippe Zilberzan pour ceux qui étaient là ce matin. L'obsolescence des scénarios, c'est la caractéristique de la situation que nous vivons aujourd'hui. On formule un scénario, très rapidement, il est obsolète. Donc si moi, je n'ai pas la capacité en tant que leader de le reconnaître, d'en discuter les avantages et les inconvénients et d'accompagner mes équipes à accepter cette obsolescence rapide, je vais avoir un défaut d'exemplarité. Un autre élément aussi que vous avez pu constater, bien sûr, dans votre expérience et notamment en ce moment, l'augmentation de l'incertitude qui est liée à la situation de crise
amène les individus à regarder avec encore plus d'attention quels sont les comportements adoptés autour d'eux dans leur environnement. Et ils regardent avec particulièrement d'attention les comportements des figures d'autorité. Et les figures d'autorité dans l'organisation, qu'elles soient publiques ou privées, sont essentiellement de deux ordres. Mon responsable direct, qui est dans ma proximité, on va dire, dans mon environnement proximal, pour dire le terme de recherche, mais aussi les dirigeants de l'organisation, plus largement, ou le gouvernement, le président, tous les gens qui vont avoir une portée symbolique en tant que leader. Et je vais regarder avec beaucoup d'attention comment ils se comportent. Et en fonction de ce que je vois, je vais déterminer quel comportement adopter. Donc, c'est très important de le savoir, de comprendre que le fait d'être scruté, c'est quelque chose de normal. Et ça fait partie de la mission du leader que de l'accepter. Et je sais que c'est difficile. Quand je prononce ces mots, je reconnais toute la pression que vivent les leaders. Vous êtes très observés. Je ferai juste un parallèle avec la vie de famille. Vous êtes aussi très observés en tant que figure parentale aujourd'hui, notamment parce que les enfants eux-mêmes ont à trouver une position par rapport à la situation de crise et l'anxiété que cela génère pour eux aussi. Donc, il y a vraiment ce mécanisme-là. Toutes les études concordent à ce sujet. Plus l'incertitude augmente, plus l'exemplarité a d'importance et plus ses effets vont être importants. Donc, très rapidement, pour vous rappeler les effets principaux de l'exemplarité et de vous montrer à quel point elle est importante dans cette situation et de crise et ce post-crise qui se profile, ça a une importance majeure, un effet majeur sur l'apprentissage. Donc là, je fais référence aux travaux d'Albert Bandura, mais sur tout ce qui va être l'apprentissage social. J'apprends énormément en regardant les comportements des autres dans mon environnement. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant. On le sait aujourd'hui, les leaders dans les entreprises ont un rôle d'apprendre aux autres quel comportement adopter. Donc c'est très important, c'est à la fois me montrer ce que je dois faire, mais c'est aussi me donner confiance sur le fait que je peux le faire. Donc c'est renforcer mon sentiment d'auto-efficacité. Donc là, les deux dimensions convergent et c'est très important, notamment sur les comportements d'innovation. Mes collègues en économie comportementale l'ont aussi très bien mis en évidence. Si le leader lui-même est capable d'avoir des comportements innovants, il va libérer quelque part la capacité d'innovation de ses équipes. Ensuite, l'exemplarité a un effet très fort sur la coopération. Ça, c'est lié au sentiment du tous ensemble. J'ai le sentiment que mon leader, il est dans le même bateau que moi, il rame avec moi. Donc, ça me donne envie de ramer plus fort. Donc ça, nos collègues militaires connaissent très bien ce phénomène depuis très longtemps. Donc ça, c'est un élément important pour nous. Et je dirais aussi que c'est un élément, l'exemplarité, qui va favoriser la satisfaction des individus et qui va réduire leur cynisme. Vous avez vu comme moi aujourd'hui à quel point l'opinion publique ne supporte plus le manquement d'exemplarité de ces élites. C'est quelque chose qui n'est plus toléré. Et je pense que le gouvernement l'a bien compris, la loi de moralisation de la vie publique, tous les enjeux autour de l'exemplarité, de ce qu'on donne à voir sont importants. Parce qu'effectivement, si mon leader, par exemple, me demande d'être en chômage partiel, ne complète pas mon salaire, c'est-à-dire me demande un renoncement qui est conséquent pour moi parce que je suis en pleine adaptation, et me demande de travailler pendant ce temps-là, par exemple, sans lui-même avoir fait de concessions financières, ça peut être quand même très compliqué pour moi de ne pas développer des sentiments de cynisme. Donc, voilà les éléments. Donc, peut-être que je finirai juste sur les formes d'exemplarité, peut-être qu'on a à promouvoir dans cette crise et cette post-crise, entre guillemets, ou cette crise post-confinement qui se définit. Ça serait qu'un leader puisse incarner une posture de l'action, de l'aller de l'avant. Je sais que c'est très important. La tentation de revenir sur des modèles anciens, elle va se faire très fortement sentir. C'est un élément qu'on discute beaucoup aujourd'hui, la tentation des anciens modèles, la tentation des discours sur le repli sur soi. Donc attention avec ça, donc promouvoir des leaders qui pourront incarner la capacité à aller de l'avant malgré l'incertitude. Donc l'obsolescence des scénarios, être capable de le contenir. Faire ensemble, un élément très important. C'est pas moi qui décide dans ma tour d'ivoire, c'est ensemble que nous construisons des solutions. Et évidemment, il y a quand même un dernier élément qui est de ce que je donne à voir aux autres, c'est aussi que je régule à minimum ma propre anxiété et que donc mon stress, je suis capable de le réguler un petit peu et donc d'exiger aussi quelque part de mes collaborateurs, de mes managers, qu'eux-mêmes soient en capacité d'avoir une régulation émotionnelle minimale et donc d'accompagner les équipes dans ce mouvement. Donc voilà un tout petit peu rapidement ce que je voulais partager sur ces mécanismes de l'exemplarité, voilà, de manière brève, mais pour ouvrir par rapport à toutes les questions qu'il peut y avoir.
Charles-Henri, tu as vu sûrement les résultats Du sondage, oui. qui sont très intéressants. Je te laisse les commenter parce que ça fait écho à ce que vous venez de nous expliquer là dans cette première approche. Ben oui, ce qu'on voit, ben, Tessa, tu vas réagir. Hein, quand on demande aux personnes quel est le mot qui accompagne le déconfinement dans l'entreprise, dans leur entreprise, ils disent quand même à 2/3, même 70%, ça vient de monter, fort tous ensemble, plutôt que chacun à distance. Donc ça correspond absolument à ce que tu viens d'évoquer sur l'une des conséquences, enfin, quel est l'apport de l'exemplarité de la crise, le faire ensemble. Tu veux aller plus loin un peu dans l'analyse? Il y a quand même un tiers qui dit, un peu moins d'un tiers maintenant, chacun à distance. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est la question du ensemble. Elle va se poser de manière un peu nouvelle, parce que c'est un ensemble qui sera un ensemble partiellement physiquement ensemble. Donc il y a la question du ensemble aussi pour sa partie qui sera hybridée avec une dimension virtuelle. Donc là, le leader dans ce qu'il va pouvoir incarner de sens collectif, ça va être majeur à nouveau. Parce que regardez, hein, on a vu des derniers sondages, hein, fin avril là, arriver, hein, il y a beaucoup d'individus qui ont perdu de la motivation au cours de cette période de confinement de travail. C'est-à-dire que la question du collectif, elle va se poser de manière tout à fait nouvelle. Et qu'est-ce que je vais donner à vivre à mes collaborateurs? Quel type de ensemble je vais faire vivre? Ça, c'est majeur. Et pour ma part, c'est très clair, je suis persuadée que si le leader n'est pas avec l'équipe, ne s'astreint pas aux mêmes exigences, ne montre pas le même engagement, je dirais humble en fait, aux côtés des équipes, on va avoir une vraie difficulté à emmener les gens. Il faut quand même qu'on regarde aujourd'hui la somme des exigences qui arrivent à l'ensemble des salariés, du public comme du privé, mais même d'une manière générale, l'ensemble des citoyens, on leur demande de s'adapter de manière très très forte, de faire énormément de concessions. On sait que l'individu, quand il est confronté à un arbitrage de cet ordre-là, il va observer ce qui se passe autour de lui. Alors, Charles-Henri, tu as vu, Tessa, peut-être vous avez accès. Il y a des premières questions, des premières réactions. Vous qui êtes avec nous, ça tombe bien au moment où on vous entend justement répondre sur être tous ensemble. Il y a quand même cette question, tu as vu, Charles-Henri, de Françoise, qui revient sur, au fond, pour pouvoir être jugé exemplaire, est-ce qu'il existe des critères? Est-ce qu'il y a au fond une base, un socle, un modèle? Alors, c'est très important, effectivement, parce que, comme je l'ai mentionné, l'écueil, ça serait d'imaginer ou de penser pour soi que notre exemplarité, elle devrait se traduire par une forme de perfection managériale. Impossible à tenir, on le sait. Il y a toujours des moments où, sur un plan de leadership, je vais avoir des actions qui vont déplaire à certains de mes collaborateurs, qui vont pas être complètement précises. La question pour moi, c'est de choisir précisément les comportements que vous souhaitez que vos collaborateurs puissent développer, 2 ou 3, et sur ces comportements-là, vous astreindre à une exigence personnelle forte. Je pense par exemple sur le distanciel, hein, qui va évidemment nous impacter. Si je demande à mes managers de faire vivre leurs équipes, d'être capables d'adapter leur mode d'interaction avec leurs collaborateurs pour maintenir l'engagement des collaborateurs, je dois le faire avec mes propres managers de managers. Moi-même, je dois modifier mon comportement managérial. C'est très important parce qu'au fond, aujourd'hui, on est tous confrontés à une question de la transformation de nos comportements. J'insiste, hein, c'est vrai que je suis professeur de comportement organisationnel. Pour moi, c'est très important. L'idée n'est pas de modifier la pensée. Parce que regardez, hein, sur les pensées, on commence un peu à s'aligner. Tout le monde est d'accord sur il faut changer. Quasiment tout le monde est d'accord aujourd'hui sur dire la planète est en danger. On doit changer. Par contre, la difficulté, c'est de faire changer les comportements. C'est là où les gens résistent, pour tout un ensemble de raisons qu'on connaît bien dans la recherche. Et pour moi, le changement ne peut pas passer par le discours. On a utilisé le discours, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire du discours. Aujourd'hui, c'est les actes qui vont primer. Donc oui, en tant que manager, en tant que leader, je dois choisir stratégiquement les comportements que je veux que mes collaborateurs puissent développer. Si je veux qu'ils développent des comportements d'innovation, moi-même, je dois être capable d'innover et d'accepter le fait qu'une innovation ne fonctionne pas et l'abandonner et ne pas être comme certains dirigeants que je connais, dans une forme de préservation de mon image en disant mais si, c'était une très bonne idée, c'est juste que les gens n'ont pas comprise. C'est pas ça. Donc ça va quand même faire appel à une forme d'humilité, de leadership
qui quelque part, dont on n'avait pas tant besoin jusqu'à présent, je dirais. En tout cas, avec la Donc, clientèle jusqu'à présent. donc Tessa, ce que tu dis, c'est qu'évidemment, être exemplaire, c'est d'être certainement en posture basse. Oui, En- ou en tout cas, c'est-à-dire oui, pas en hein, haute. et c'est bien c'est presque ce qu'on appelle aujourd'hui le servant leadership. C'est un modèle. Alors là, il y a une réaction qui est d'ailleurs plusieurs réactions qui sont intéressantes parce qu'on dit comment être exemplaire en tant que manager si je ne considère pas comme exemplaire mon supérieur. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui est un peu plus loin, dit à peu près la même chose. Donc, il y a une sorte de cascade de l'exemplarité. Ben, Hein, effet cascade. tout à fait. Hein. L'effet de cascade, il est très important. Donc, sur ce point-là, au moment où vous-même, en tant que manager, dirigeant, je vous dis que vous êtes extrêmement observé, que votre exemplarité est très importante, je comprends la question de vos propres modèles. Qui vous regardez? Et j'ai conscience que parmi les élites qui nous gouvernent, toutes ne répondent pas à l'image de l'exemplarité qu'on attend. Donc il y a aussi quelque chose, moi j'appelle à ça de plus en plus, vous pouvez aussi chercher ailleurs des sources d'inspiration, dans d'autres leaders, des leaders historiques. C'est vrai que dans le management, James Marsh, il avait ce cours fameux sur le leadership, Charles-Henri le connaît très bien, sur lequel il apprenait le leadership en s'inspirant des héros de l'histoire. Pour moi, il est temps de remettre du panache dans l'exercice du leadership. Il est temps de reconvoquer des valeurs comme celle de courage, parce que quelque part, les dernières décennies, on avait fait un peu du leadership un exercice un petit peu soit mécanique, à un extrême, soit très, très charismatique. Mais entre les deux, il existe quelque chose qui fait appel au courage et au panache, et qui est de porter quelque chose, d'avoir une posture qui me demande une exigence personnelle, et de le faire parfois même alors que au-dessus de moi, les gens ne s'astreignent pas à ça. Et vous savez que plus vous exercez un pouvoir important, plus vous l'exercez longtemps, et plus ça va vous être difficile de rester exemplaire. Parce que le pouvoir corrompt, et ça, on est assez clair sur les études à ce sujet, c'est très difficile de rester exemplaire dans l'exercice du pouvoir. Donc moi, je vous encourage à lire. C'est pas une citation de président, mais je vous encourage à vous inspirer. Je relisais récemment Nelson Mandela, hein, quand il prend la tête effectivement de l'Afrique du Sud, et il dit comment exiger des gens qui changent si moi-même je ne change pas quand les conditions l'exigent. Voilà, c'est ça le leadership, c'est-à-dire moi, je suis là et je dois changer, et c'est moi en premier qui dois changer avant de vous le demander. Et c'est vrai que quelque part, c'est une conception qui renverse un peu la table malgré tout, surtout pour le monde organisationnel, malgré tout assez pyramidal qu'on connaissait. Tesla, vous comprenez aussi, pardon, mais pour poursuivre dans cette voie, qu'il y ait, quand on a cet esprit concret, pragmatique, pratique, d'une efficacité rapide, quand on va chercher l'exemplarité, vous comprenez aussi qu'on a besoin de trouver des modèles. Et au fond, on grandit dans la vie avec des modèles. Vous évoquiez tout à l'heure la vie de famille, et on y est en ce moment dans le télétravail. On a des modèles autour de soi, les enfants ont des modèles autour d'eux, nous renvoyons des images, mais quand on est patron, on se dit au manager, mais où est le modèle? Alors, est-ce que vous pourriez donner quelques noms pour rester dans le concret, dans le pratique? Vous évoquez Nelson Mandela en évoquant les lectures et notamment ses pensées lorsqu'il a fait le choix de se présenter et d'être ensuite élu. Oui, je pensais à lui. Après, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'intervenir beaucoup sur ce sujet ces derniers temps. J'ai beaucoup repensé au poème de Rudyard Kipling. Alors, vous allez me dire, je fais des références un peu à la littérature, mais c'est important. C'est-à-dire qu'il l'écrit pour son fils qui part à la guerre. Hein, donc, c'est un moment important pour lui au moment où il a ça. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, sans repartir dans une logique guerrière, j'ai la chance aussi de travailler beaucoup avec le monde militaire. Je sais que c'est quelque chose sur lequel mes collègues travaillent. La notion de panache, elle vient de mon collègue Flavien Lanné qui a écrit un très bel article. Hein. Le panache, c'est le courage c'est l'élégance du courage, pardon. C'est le fait de trouver une forme de quelque part d'inspiration, de motivation à faire quelque chose de difficile, un petit peu pour sa beauté propre. Les soignants aujourd'hui réalisent quelque chose d'absolument extraordinaire, mais je tiens à dire que tous les leaders, tous les managers et les dirigeants d'entreprise aujourd'hui réalisent quelque chose d'aussi extraordinaire. On a un défi de transformation qui est majeur pour nos entreprises, même majeur pour la France. C'est-à-dire que vraiment, on a quelque chose de... Et moi, je voudrais vraiment encourager tous les leaders d'aujourd'hui à être fiers de ce qu'ils font.
et à se connecter aussi à des valeurs qui sont supérieures, je dirais, aux valeurs qu'on a traditionnellement associées à l'exercice du leadership. Si vous avez eu la chance d'avoir des parents inspirants, ils peuvent inspirer votre pratique de dirigeant, même si dans le board ou ailleurs dans votre comité de direction, certaines personnes ont le sentiment qu'elles ont l'impunité et qu'elles peuvent s'affranchir d'une forme d'exemplarité. Moi, je pense que plus la crise va s'accentuer, plus la question de l'exemplarité, ou en tout cas plus la non-exemplarité va être ramenée au centre du jeu. Et la deuxième question, Charles-Henri, et Oui. ça, peut-être que c'est le moment de la poser justement sur le, si vous voulez voter à votre tour, allez-y. Voilà la question. Donc, j'y reviens. Pensez-vous, vas-y. Pensez-vous faire non, tu as si. Je crois que c'est travaillez-vous sur les modèles d'exemplarité. Ah oui, travaillez-vous, pardon, elle est en haut. Exactement, tu as raison. Alors voilà, vous l'avez, elle est là. Travaillez-vous sur des modèles d'exemplarité pour accompagner le déconfinement et le retour dans l'entreprise. Cette remarque que vous faisiez, Tessa, justement, elle est là, elle est aussi dans cette question. Alors, est-ce que vous y pensez, vous qui êtes avec nous aujourd'hui? On a quand même un chiffre qui doit vous faire réagir. Et si tu veux poursuivre dans la question, Charles-Henri, je vais te laisser, mais on peut donner le résultat. Non. Alors non, pas maintenant. On ne réfléchit pas, on ne pense pas, on ne réfléchit pas à des modèles d'exemplarité pour l'instant. À l'instant où nous sommes ensemble, 60, ça grimpe, 69% disent non. Ouais. Allô? Oui. Là, vous m'entendez? Alors, juste pour répondre, Philippe, un exemple d'une entreprise très concrète, c'est le modèle qui a fondé Google. Tout le monde parle de Google, personne ne parle du modèle de Google. Et le modèle de Google, c'est une entreprise américaine qui s'appelle SAS Institute, dont le dirigeant depuis 45 ans, qui est un ingénieur, a été un dirigeant totalement exemplaire, 45 ans de ça. Et petit exemple, un client un jour lui demande un logiciel très très compliqué à faire, il s'est mis à la table pour bosser avec ses équipes de nuit, etc., pour construire le programme en question dans un record. Donc, c'est ça, c'est être avec son équipe, c'est ce que vient de dire Tessa. Alors, Tessa, j'ai une question de Maryse, que je connais en plus très bien. Maryse, elle te pose la question, comment lutter contre les comportements toxiques? Alors, ceux qui font semblant, par exemple, parce qu'il y a quand même aussi de... Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas évidente cette question parce que je pense que je vois le genre de comportement auquel Maryse fait référence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre dans l'art du management de l'impression de soi, en fait. Cette idée de... Alors moi, je dirais encore une fois, le leadership se révèle dans les difficultés. Parce que là où je vous rejoins, c'est que tant que les circonstances n'exigent pas grand-chose des individus en termes de courage, de prise de risque, d'innovation. Je pense qu'effectivement, c'est difficile de lutter contre ça parce qu'en plus, en France, on forme extrêmement bien nos dirigeants à l'art de la rhétorique, à l'art de la présentation. Ils se fréquentent, ils se ressemblent, donc ils ont un art, je dirais, de la présentation. Par contre, moi, ce qui me donne confiance, c'est que je sais que quand les situations l'exigent, comme aujourd'hui en particulier, il y a tout un ensemble de faux semblants qui ne peuvent pas tenir. Donc, on le voit quand même très bien aujourd'hui, malgré tout, dans toutes les remontées liées au manquement d'exemplarité des figures. C'est de moins en moins toléré, c'est de plus en plus partagé. Il y a des associations dont le job est de remonter sur la place publique le manquement. Donc, moi, j'ai une forme d'espoir. J'ai aussi une forme d'espoir parce que, je vous disais, les plus grands leaders que moi, j'ai rencontrés, je les ai rencontrés dans le monde militaire. Pour quelle raison? Parce que quand vous emmenez des gens risquer leur vie dans des conditions très difficiles et que vous leur demandez de faire ça au nom d'une cause qu'ils peuvent plus ou moins embrasser ou sur lesquelles ils peuvent eux-mêmes avoir des doutes, vous ne pouvez le faire qu'à la condition que vous êtes exemplaire, c'est-à-dire que vous êtes avec eux, que vous partagez ce risque-là, que vous savez ce que vous leur demandez. Pour moi, c'est ça mon espoir. Et ensuite, je pense que par rapport aussi à la question de la carrière, des systèmes de sélection, nous devons repenser une partie du système de sélection de nos élites parce que effectivement, nous sommes en partie responsables des élites que nous avons parce que nos systèmes de sélection ont fait peut-être pas assez de place à la question du comportement en situation.
Alors ça, c'est un sujet, Tessa, n'est-ce pas, Charles-Henri, qu'on a évoqué pendant la préparation hier, où nous étions ensemble. Vous parliez du modèle, ces modèles qu'on choisit. Est-ce que on peut en venir tout de suite, au fond, à l'évolution du profil au moment de l'embauche, hein? C'est d'ailleurs une question du sondage. Vous pouvez y répondre là aussi en même temps qu'on vous entend. Pensez-vous faire évoluer après cette crise mondiale les qualités des profils à embaucher? Ça, c'est un point sur lequel on sait, Charles-Henri et moi, que vous avez envie d'insister. Ça rapproche ton micro un tout petit peu. Oui. Voilà. Vas-y. Ben oui, pour moi, il va se jouer. C'est très intéressant que Charles-Henri ait reparlé effectivement de la source d'inspiration de Google, parce que c'est très important. Il y a cette notion d'exemplarité. Il y a deux choses. Il y a la sélection de personnes qui font des choses, c'est-à-dire qui sont capables concrètement de prendre des risques, d'essayer d'innover. Et ce n'est pas facile dans un pays comme le nôtre, dans lequel échouer est une des choses les très clairement. Tant les Chinois ont peut-être peur de perdre la face, mais nous, très clairement, on a peur d'échouer. Donc, il y a dans le système de sélection un focus qui doit aussi peut-être être plus important sur la capacité de faire, d'essayer, d'entreprendre. Ça, c'est un élément important. Et ensuite, il y a le système interne, organisationnel, qui va soutenir ça. Et je pense aussi au système de sélection et de carrière qui va derrière. Moi, je travaille avec quand même un nombre croissant d'entreprises qui incorporent dans leur 180 ou leur évaluation à 360 degrés une dimension sur exemplarité. Parce qu'elles ont quand même compris qu'il y a un enjeu de vérifier malgré tout, puis d'aider les managers à progresser sur leur impact en termes d'exemplarité. C'est un élément très important quand on travaille notamment avec les équipes sur ce qu'on appelle la sécurité psychologique, c'est-à-dire est-ce que j'ai le sentiment que dans cette équipe, je peux faire des suggestions, je peux éventuellement me tromper, je peux essayer des choses qui pourraient ne pas marcher. La question du leader, du type de leadership qu'on a et de la capacité de mon leader à lui-même pouvoir reconnaître ses erreurs ou à me dire, ben, tu vois, j'avais pensé à cette solution, mais elle est obsolète. Il faut qu'on avance, il faut qu'on continue. Ça, c'est un élément majeur. Donc, il va bien se jouer des choses au niveau de la sélection. On le sait depuis très longtemps que les formes les plus prédictives de la sélection, c'est tout ce qui va être les simulations réelles, en fait, ou au plus proche de la réalité, comme des assessment centers ou l'utilisation 360 degrés. Mais on reste encore un petit peu frileux sur ces dimensions aujourd'hui, malgré tout. On progresse, mais... Alors, le chiffre est là, tu peux le donner, le chiffre, peut-être on peut s'arrêter. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, n'est-ce pas? Pensez-vous faire évoluer, après cette crise mondiale, les qualités des profils à embaucher? Je vois s'afficher une réponse. Tu as la même peut-être sur ton écran, Charles-Henri. Oui, pour l'instant, il y a peu de réponses. Hein. On va peut-être attendre. Oui, moi, j'ai 67%. 67%, oui, avec deux personnes qui sont exprimées. Voilà. Vous êtes nombreux avec nous, près de 50. Donc, n'hésitez pas à continuer, évidemment, à voter. Charles-Henri. Alors, oui, on voit de plus en plus de réactions sur le chat. Alors, il y a quelqu'un qui dit, vous parliez de développer l'exemplarité, quels sont les leviers? Bon, les leviers, on vient déjà de commencer à les aborder avec notamment le recrutement, mais on pourrait aussi parler, tu en as parlé, Tessa, de la formation des managers ou des futurs managers. Oui. Et pour avoir passé près de 30 ans de ma vie à HSC, je crois qu'on a un peu de travail. Oui. Bon, mais par contre, il y a quelqu'un juste après, qui nous dit, et on pourra revenir, on pourra développer, il y a Ouda. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Oui, on t'entend. Oui, j'ai un petit problème de connexion. Ouda, j'espère que… Tu parlais de Ouda et de sa question. Oui, alors tu peux reprendre… Là, on t'entend plus, mais Ouda, tu veux que je prenne la… Oui, reprends la main. S'il te plaît. Voilà. Donc, Ouda, tout simplement, voilà ce que vous nous dites. Tessa, vous êtes avec nous. Voilà, puisque le manager fait partie d'une organisation faite de leaders et collaborateurs, est-ce qu'on peut parler d'exemplarité de cette même organisation et aussi d'exemplarité de collaborateurs?
C'est une très bonne question et oui, définitivement oui. Là, pour l'instant, on l'a abordé la question de l'exemplarité dans sa dimension, on va dire, comportementale, individuelle des leaders, qu'ils soient managers ou dirigeants. Par contre, on a aussi une question d'exemplarité d'organisation. On le voit très bien aujourd'hui. Les entreprises se différencient énormément dans leur stratégie face à cette crise et notamment dans le soin qu'elles apportent ou pas à leurs collaborateurs. Donc, par rapport à leur raison d'être, par rapport aux valeurs qu'elles affichent, aujourd'hui se joue quelque chose de très fort sur ce que j'appellerais l'exemplarité organisationnelle. Par exemple, je prends des exemples puisque ce sont des éléments que je discute tous les jours. Quand l'entreprise vous met au chômage partiel, ne complète pas, mais vous demande de travailler pendant ce temps-là, qui est financé par l'État, ça pose quand même un sérieux problème d'exemplarité organisationnelle. À l'inverse, il y a des entreprises qui vont être beaucoup plus exemplaires sur ces questions, qui vont dire, on vous rappelle que le temps de chômage partiel n'est pas un temps travaillé, voilà comment on va s'organiser, etc. Donc oui, définitivement. Et cela me permet quand même de faire le lien sur le rôle important du DRH sur cette question de l'exemplarité organisationnelle. Alors, pas que lui, parce que tous les membres d'un CODIR, et aussi normalement les actionnaires, les membres du board, sont responsables de ces questions, mais il peut être un garant quelque part de la vigilance que l'on apporte à l'alignement finalement entre des valeurs, une raison d'être qu'on a pu avancer et des actions organisationnelles qu'on va avoir derrière. On a vu des entreprises avec des dirigeants, effectivement la Maïf est un bon exemple, avec la redistribution de ce qui n'a pas été dépensé, par exemple pour les assurances automobiles, le fait de pouvoir les redonner aux sociétaires et de les laisser décider de ce qu'ils feront avec ça, c'est-à-dire garder pour eux, pouvoir le donner à des associations. Pour moi, c'est quand même un bon exemple d'exemplarité organisationnelle et d'autonomie qui est laissée aux acteurs que je trouve assez intéressante. Donc vous avez parfaitement raison. Il va aussi se jouer quelque chose de l'ordre d'une exemplarité organisationnelle, voire même d'une exemplarité d'État très rapidement sur ces questions. Alors justement, on va retrouver Charles-Henri qui a disparu le temps d'un problème technique. On est aujourd'hui très très connectés puisque nous sommes en télétravail pour la plupart. C'est effectivement ce que vous rappeliez aussi, Tessa. Il va nous rejoindre. Alors là, il y a une question qui se pose aussi, qui est la question du matériel dont on dispose quand, au fond, on veut être exemplaire. Est-ce que il faut aussi savoir s'appuyer sur des moyens et lesquels? Vous parliez de l'armée tout à l'heure que vous connaissez bien, avec laquelle vous travaillez. Alors justement, est-ce que exemplarité rime aussi avec moyens? Forcément oui. En tout cas, les moyens vont être un facteur, je dirais modérateur pour reprendre un terme de recherche très important. L'exemplarité, par exemple, si on prend un exemple tout simple, on parle de pouvoir incarner aujourd'hui des comportements nouveaux, adaptatifs, transformation. Si vous avez vu Philippe Zimberzan, vous savez qu'il y a cette idée d'effectuation, de faire, de logique d'essai-erreur, d'être capable de générer des scénarios multiples et de les adapter. Cette flexibilité mentale, cette capacité de pouvoir générer de la stratégie quasiment en temps réel, ce qu'on demande à nos managers, c'est pas quelque chose qu'ils possèdent aujourd'hui en termes de compétences. Pourquoi? Parce que l'environnement ne l'a jamais exigé jusqu'à présent. Donc moi, aujourd'hui, je leur dis, il faut que vous fassiez ça pour pouvoir le développer dans les équipes. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse aussi monter votre niveau de compétence en termes de raisonnement stratégique, j'aurais même de raisonnement, on va dire, sur scénario, choses sur lesquelles les militaires sont plus avancés que nous, puisqu'ils le pratiquent depuis plus longtemps. Mais ça veut dire aussi, par exemple, que je vous donne la possibilité d'arrêter de faire certaines tâches, des tâches que je qualifierais plutôt de 20e siècle, qui sont obsolètes aujourd'hui par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, pour libérer quelque part de la au sens propre comme au sens figuré, et pour pouvoir mettre cette bande passante de managers, de dirigeants sur des questions stratégiques, sur des questions d'adaptation. Ça, ce sont des questions pour moi très importantes que les entreprises doivent se poser aujourd'hui. Elles connaissent, tous les dirigeants connaissent comme moi l'état d'épuisement de leurs collaborateurs. L'épuisement physique, c'est quasiment 20%, un salarié sur 5 aujourd'hui qui est en quasi-épuisement en burn-out. Donc la question, c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte de fatigue généralisée, qui est capable d'analyser ce qui est en train de se passer, de voir des scénarios, d'accepter leur obsolescence et d'emmener les équipes.
pas beaucoup. Donc, il va aussi falloir aider les managers et les dirigeants à abandonner certaines activités qu'ils faisaient, notamment, je pense notamment à certaines formes de reporting qui sont aujourd'hui plus du tout nécessaires, pour les aider aussi et les orienter vers où je dois focaliser ma bande passante, où va être ma contribution stratégique de leader. Elle est à la fois dans mon soin des équipes, dans le temps que je passe avec eux, mais c'est aussi dans la bande passante, entre guillemets, dans le cerveau disponible que j'ai pour des questions stratégiques. Et ça, l'organisation doit le soutenir. Mes collègues, quand ils partent en mission spéciale, les forces spéciales, on leur fait à manger, on leur lave leur linge, on leur prend leur billet d'avion, on fait tout pour que l'essentiel de leur attention soit disponible et qu'ils puissent improviser le cas échéant. Sachant qu'en plus, ils sont extrêmement entraînés et extrêmement formés tout au long de leur carrière, j'insiste. Nous, en France, en moyenne, on forme 5 jours à la prise de fonction sur le management, la première prise de fonction, et après, on forme quasiment plus. Alors que plus vous montez manager de manager, vous commencez à rentrer dans des codires, que vous devenez dirigeant, plus les enjeux politiques, plus que la question de votre attention sur les questions stratégiques se posent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir faire évoluer, aussi pour aider et soutenir l'exemplarité des leaders tels qu'on l'appelle. Je pense que Philippe, vous avez raison, le danger, ça serait d'exiger l'exemplarité des leaders sans leur en donner les moyens. Alors, bon, vous évoquez, on va aussi revenir sur les questions qui arrivent et les commentaires, mais juste un mot sur l'histoire. Vous l'aimez, on l'a compris, les auteurs aussi, les personnages dans l'histoire, vous les appréciez. Vous avez cité quelques noms. Ce 21e siècle qui est le nôtre est aussi chargé en histoire et aussi en crise. Hein. Il y en a quand même, on parle de 2008, on peut y revenir. Est-ce que dans cette crise de 2008 que vous avez analysé, il y a des comportements face à cette crise qui resteraient des comportements exemplaires qu'on pourrait transporter aujourd'hui et adapter à cette pandémie? J'ai peur d'être un peu pessimiste personnellement sur la post-crise de 2008. Parce qu'il me semble qu'au contraire, nous avons fait ce que je souhaiterais que nous ne fassions pas cette fois-ci. C'est-à-dire que nous avons conservé une grande partie des modèles mentaux pré-2008. C'est-à-dire au moment où on a la possibilité de changer, et les États en particulier, hein, mais je sais combien c'est difficile, mais je vois en même temps que les fenêtres de tir sont petites. On a eu du mal à ne pas repartir sur les mêmes bases. Je pense que c'est le danger qui va nous guetter là, sur ce post-confinement. Le risque pour nous, c'est de reprendre le business as usual, au fond. C'est-à-dire de se dire, ah ben tiens, c'est super, le travail à distance, ça marche bien. Certaines entreprises, peut-être avec une responsabilité sociale assez faible, vont se dire, bah, pourquoi pas externaliser ces fonctions support qui ont très bien fonctionné à distance. J'ai peur de pour une certaine partie, peut-être elle pourrait penser à ça. Le danger, ça serait de reprendre, comme pour la planète. Ça serait de se dire, ben tiens, au Pendjab, on peut voir l'Himalaya à 200 km, c'est la première fois depuis 30 ans. Mais voilà, c'est terminé, on va repartir dans la consommation. Donc pour moi, je dirais que post-2008, je suis assez pessimiste parce que ce soit les modèles mathématiques financiers ou que ce soit les modèles de management, on les a peu fait évoluer dans les faits. Ça a ouvert l'esprit, hein, la recherche, les DRH se sont beaucoup intéressés. Allez, on a parlé des notions de servant leadership. Moi, j'aime beaucoup aussi la notion de leadership dynamique. On a beaucoup parlé de la notion d'autonomie, d'empowerment, mais quelque part, la mise en œuvre concrète, elle a été assez limitée. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est que ce post-confinement, cette après-crise soit un changement concret de nos comportements. Nous le devons à la planète, nous le devons à nos entreprises, mais nous le devons à nous-mêmes. Parce que je ne sais pas pour l'ensemble des gens qui m'écoutent aujourd'hui leur état de fatigue, mais la réalité, c'est que sur un plan écologique individuel, l'exercice du leadership était épuisant parce que la multitude des tâches à réaliser était impressionnante. Donc la question, c'est plus pour moi, est-ce qu'on va être capable d'arrêter de faire certaines choses pour pouvoir avoir plus de disponibilité pour les nouvelles? Pour moi, l'enjeu est là. Si nous n'arrivons pas, si nous ne faisons qu'empiler des nouvelles choses sur l'ensemble de toutes les actions que nous menions déjà auparavant, ben, je suis très, très pessimiste sur notre écologie personnelle et notre capacité à faire face.
C'est ça, je voudrais poursuivre avec vous en attendant que Charles-Henri nous rejoigne et qu'il retrouve ce lien, cette connexion, en faisant donc ce lien avec Béatrice qui évoque la force du collectif. Vous l'avez évoqué au début de notre échange en parlant d'être ensemble. Avant tout, et vous-même, vous qui êtes avec nous, vous avez voté et on l'a bien compris, effectivement, on a tous conscience de cela. C'est le collectif qui va faire la différence. Et finalement, si c'est le cas, ça voudrait dire que l'exemplarité n'est pas unique, mais partagée. Alors, je ne peux que partager que c'est le collectif qui nous sauvera et qui sera l'avenir. De toute façon, regardez, on a perdu progressivement les leviers de la motivation traditionnelle. L'argent, de plus en plus rare, en tout cas, il est donné aux actionnaires, il est investi avant qu'il soit partagé avec les collaborateurs, c'est compliqué. On n'a plus de promesses de carrière verticale comme on l'avait jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est pas avec ça qu'on peut engager nos collaborateurs. Et la sécurité de l'emploi, aujourd'hui, c'est un concept qui est en voie de disparition totale. Donc, ce qui avait fait un petit peu les moyens de motivation du XXe siècle ont disparu. La force du collectif, qui a par exemple toujours été au cœur du modèle militaire parce qu'il n'avait pas les autres moyens. Nous, ça l'a été pendant longtemps aussi dans l'entreprise. Il y avait cet engagement collectif. Mais le mouvement d'individualisation, l'industrialisation forcée, la mondialisation, on s'en est éloigné. Il faut qu'on y revienne aujourd'hui. Et on y revient avec une difficulté, c'est qu'il y a une forme de cynisme, je l'ai mentionné tout à l'heure. La France est un des derniers pays d'Europe sur la satisfaction des relations collaborateurs-managers, c'est-à-dire que très clairement l'exercice du leadership en France est plus compliqué que dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un contexte de défiance. Je pense à mes collègues du GATT sur leur très bon livre qui s'appelle La fabrique de la défiance sur la France, c'est-à-dire qu'on est un pays qui génère plutôt de la défiance dans les rapports on va dire d'autorité, donc ça c'est quand même une difficulté. Donc on doit aussi reconstruire quelque chose qui n'est pas de la défiance, quelque chose qui est du faire ensemble. Et c'est vraiment, pour moi, ça ne peut passer que par l'exemplarité du leader en premier, et ensuite par une forme d'exemplarité, de solidarité quelque part. Je me disais, j'ai évoqué la notion de panache, de courage, je reviens aussi sur des notions comme celle de dignité. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont privés de cette notion dans les fonctionnements de collectifs d'entreprise. On doit le remettre. Un être humain normal, je fais abstraction des quelques-uns qui ont des personnalités limites et des toxiques, comme on a mentionné, mais pour la très grande majorité d'entre nous, ce que nous recherchons au travail, c'est une appartenance à un groupe qui nous reconnaît et une forme de dignité qui nous est accordée dans ce groupe. Si nous pouvons le redonner et le faire vivre, les conséquences vont être multiples. À la fois, les gens seront plus satisfaits, plus engagés. En France, vous savez qu'il y a 25% de gens qui se déclarent activement désengagés. Il n'y a que 6% des gens qui se déclarent engagés. On est vraiment dans une situation de... Avant le Covid, on est déjà dans une situation de désengagement total. Donc là, les chiffres que moi je vois venir sont des chiffres qui sont plutôt négatifs. Donc on verra comment ça va se passer. Mais effectivement, tout va se jouer sur cette question de pouvoir reconstruire ou pas un collectif. Et je finirai, Charles-Henri n'est pas là, mais j'espère qu'il sera d'accord avec moi. Moi, mes étudiants aujourd'hui ne souhaitent plus travailler dans l'entreprise. Et qu'en plus, on a généré une défiance, y compris vis-à-vis des jeunes. Tous ces gens brillants, tous ces jeunes, quelque part, ils me disent « mais je ne pourrais pas vivre avec mes valeurs, en accord avec mes valeurs si je travaillais dans l'entreprise ». Il est temps qu'on change ça. On ne peut plus laisser ça. On doit recréer un contexte qui soit un contexte favorable à l'engagement et faire venir tous les gens de talents normaux qui cherchent un endroit pour faire vivre et pour pouvoir exercer leur métier en alignement avec ses valeurs. Donc je pense qu'effectivement se joue quelque chose de très important sur le faire ensemble aujourd'hui et sur la capacité des entreprises aussi à communiquer sur ce qu'elles permettent aux collaborateurs de vivre sur cette dimension du faire ensemble. Et là, évidemment, il y a une question d'image, de réputation qui sont très importantes. Tessa, vous n'avez pas évoqué encore, mais peut-être ça va venir, quand on parle de l'exemplarité de quelques modèles existants, des schémas sur lesquels on ne peut pas s'appuyer vraiment, puisque vous nous avez dit qu'il fallait composer en fonction des structures et tout en cherchant des qualités, en s'adaptant aux situations que l'on vivait. Mais vous avez quand même évoqué le droit à l'erreur et au fond, on se rend compte que c'est aujourd'hui quelque chose de possible, une hypothèse acceptable, mais vous n'avez pas parlé du cœur.
le cœur ferait partie aussi de ces qualités à ne pas négliger, la tête, les jambes et le cœur. Oui, définitivement. Parce que de toute façon, j'ai quand même évoqué la notion de courage et de panache que je vais associer au cœur. Est-ce que vous pourriez, Tessa, rapprocher votre Oui, micro? encore? Voilà, c'est très bien. Ok. J'avais fait référence à la notion de courage et de panache, qui sont vraiment des dimensions du cœur. Mais là où vous avez raison, c'est que quelque part, l'exercice froid du leadership, c'est fini. Vous avez raison, c'est fini. C'est-à-dire cet exercice un peu bureaucratique, technocratique du management, du leadership, ce n'est pas possible. Mais quand j'entends ça, je ne veux pas non plus faire peser sur les leaders, chose que j'ai vue aussi, quelque chose de l'ordre d'une réponse à tous les maux aussi de leurs collaborateurs. Ce n'est pas possible non plus. Le manager n'est pas un psy, il n'est pas non plus un leader, un gourou de secte, mais il est exemplaire, c'est-à-dire que quelque part, il est avec et il porte. Mais oui, la notion de la valeur, pas la valeur. Pourquoi je suis prudente sur le mot de valeur? Je vais vous en dire un mot parce que je suis souvent questionnée sur ça. Je prends des précautions sur l'idée de valeur parce que je sais qu'il y a des gens de grande valeur qui peuvent être pris en défaut de non-exemplarité ou en défaut d'exemplarité. Il y a eu des grands dirigeants qui ont été pris ces derniers temps en flagrant délit de non-exemplarité. Je ne pense pas que ce soit des gens qui n'avaient pas de valeur personnelle. Je vais signaler que l'exercice de l'exemplarité est d'autant plus difficile qu'on exerce le pouvoir et qu'on l'exerce longtemps. Mes recherches scientifiques m'ont montré que c'est difficile de garder la tête froide dans l'exercice du pouvoir. C'est possible à la condition d'être déjà aidé par son organisation, d'être entouré de gens qui vous diront la vérité. Donc, évidemment, la question du choix de votre entourage est clé. Mais peut-être que le moment de se reconnecter à ces valeurs et de les laisser vivre va être important. Parce que cette transformation, cette adaptation est telle que je dois être connectée à des émotions pour y arriver. Ça ne peut pas être effectivement un exercice froid et je dirais technocratique du leadership. Alors Tessa, en vous écoutant, on vous écoute tous, et là, votre réponse à ma question, je jette aussi un œil sur cet échange, ces échanges entre vous qui êtes avec nous. Il y a des commentaires, vous nous écoutez, mais en même temps, vous réagissez, et je vois, j'ai envie de Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est parfait, merci d'être avec nous, ça y est, voilà. Ça fait un quart d'heure que j'essaye de me reconnecter, mon Dieu. Bon. Et tu es en permanence dans la recherche de l'exemplarité et tu l'es toi-même et tu es la preuve, un exemple de persévérance. Merci d'être avec nous et de nous avoir rejoints, Charles-Henri. Je disais juste à l'instant, voilà une remarque intéressante. On parlait du cœur et de la place du cœur au fond, dans l'exemplarité et notamment quand on est manager et qu'on cherche à se rapprocher de la notion d'exemple. Je voulais dire ce que disait Alain, absolument d'accord avec ce que vous dites sur les jeunes. Après Subdeco, l'un de ses filles, a tenu un an. Je vois, ouais. Tu es venu me dire, papa, j'ouvre les guillemets, c'est vous qui parlez, papa, je ne peux pas imaginer ma vie dans cette ambiance. Aujourd'hui, il est skipper et heureux. Tessa, est-ce que ça veut dire aussi que ces situations de crise, qui sont des situations de rupture, de remise en question, où on se cherche, où on va chercher exemplarité, ce sont aussi des situations où on va se remettre en question et peut-être revoir sa voie pour aller vers l'exemplarité? Je pense que c'est un très beau témoignage, hein, même si quelque part il est triste du point de vue de l'entreprise. C'est parce que quelque part, l'entreprise n'a pas su offrir un lieu d'épanouissement suffisant pour ce garçon. Moi, je vois tous les jours mes étudiants qui vont faire médecine. Je pense à un de mes étudiants en particulier, après avoir fait le Lyon, qui rejoignent le monde militaire, qui partent en fait. Mais ce sont des pertes pour nous, parce que nous aussi, dans le monde de l'entreprise, on a besoin de ces gens-là, parce que le changement dont on parle, les enjeux de RSE, la raison d'être, tout ce dont on parle, on ne va pas y arriver avec quelque part les profils d'avant qui nous ont amenés dans ce modèle-là. Oui. Donc, alors, voilà, tout le monde parle de ça, hein, que ce soit mon collègue Pierre Gomez, lui aussi parle aussi beaucoup de la nécessité de renouveler les élites. Charles-Henri, je sais qu'on a beaucoup discuté de ces sujets. C'est fondamental, on doit pouvoir réattirer les bonnes personnes parce que quelque part, on a créé un système, malgré nous, qui a favorisé aussi parfois l'arrivée au sommet de gens qui étaient des personnalités, moi je qualifiais de limites, mais justement où le cœur n'était pas présent.
Alors, excuse-moi d'avoir un peu abandonné la discussion, mais j'ai quand même deux petites questions. La première question, et je voulais la poser déjà tout à l'heure avant d'être déconnecté, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens très, très performants selon les critères de performance très classiques, mais qui ne respectent absolument pas les valeurs, on va dire qu'ils ne sont pas exemplaires. Donc ça, c'est le cas le plus compliqué pour des entreprises qui sont quand même sous la coupe des demandes de l'actionnaire, etc. Qu'est-ce qu'on fait des très performants, des hyper performants, mais absolument pas exemplaires? Et puis la deuxième question qui est liée un peu à ça et qui est liée à un phénomène quand même très, très important, qui est la montée en force des raisons d'être dans les entreprises, puisqu'un certain nombre d'entreprises du CAC 40 ont officiellement, peu ou prou, déclaré des raisons d'être. Est-ce qu'on peut continuer à afficher une raison d'être qui inclut un certain nombre de choses qui tournent autour, on va dire, du leadership, pour faire simple, et ne pas être exemplaire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'exemplarité, ce n'est pas une forme de stress test, comme on dit dans la banque, de la raison d'être? Voilà. Donc, il y a les deux questions. Okay. Peut-être juste pour rebondir en premier sur cet élément-là du stress test, je pense qu'à partir… Vous avez vu la définition que moi j'ai choisi de porter dans mon ouvrage, c'est-à-dire que l'exemplarité, elle va se poser à partir du moment où moi, j'ai formulé une exigence. Donc la raison d'être, c'est une formulation d'exigence organisationnelle. Donc à partir de ce moment-là, je mets moi-même le doigt dans une exigence d'exemplarité comportementale. Et je pense que tu as parfaitement raison. Il faut faire très attention, les entreprises. Pour moi, si j'avais un warning à donner, c'est je n'écris une raison d'être qu'à partir du moment où je suis prête en tant qu'organisation à aligner mes comportements derrière. Si je sens que quelque part, il y a beaucoup de ces gens que tu me décris, c'est-à-dire des gens efficaces, froids, qui peuvent prendre des décisions douloureuses, qui sont capables de mener un petit peu, on va dire, tout un ensemble de choses, peut-être qu'il faut que je décale dans le temps l'énoncement de ma raison d'être, parce que quelque part, sinon, je vais me trouver doublement exposée. Parce que je pense que vraiment, il y a quelque chose que toutes les entreprises doivent bien voir aujourd'hui, c'est que le niveau de cynisme, le niveau de défiance, le niveau d'observation des salariés et des citoyens dans leur ensemble est en train d'atteindre un niveau inédit. Et donc là, voilà, je pense que ce point est absolument majeur. Et juste une toute dernière question qui me brûle les lèvres, c'est l'impact, je ne sais pas si tu l'as évoqué dans les réponses préalables, l'impact des réseaux sociaux. Tous ces jeunes, en gros, tous ces jeunes qui notent les entreprises, d'ailleurs de façon tout à fait non autorisée. Est-ce que, et je les vois à HEC, quoi, je veux dire, c'est de plus en plus, ils communiquent entre eux sur Facebook, etc. Si un patron est un salopard, ils le disent nommément, quoi. Je veux dire, donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut, quand tu dis qu'on est, je dirais qu'on doit être exemplaire, je pense que le phénomène du digital a un impact. D'ailleurs, la transparence a du bon et aussi pas que du bon. Il faut être prudent avec la transparence. Complètement d'accord avec ton point. Je pense que les réseaux sociaux, la rapidité, la transparence, je pense à un dirigeant qui me disait « Mais tu te rends compte, je ne peux plus rien dire sans que ça soit, que ça soit redistribué de partout. » Et oui. Et oui. Et c'est vrai, et c'est un poids supplémentaire, c'est un contrôle de soi supplémentaire, c'est une forme de réflexion sur soi supplémentaire. Vous verrez dans les petites références bibliographiques pour ceux qui sont intéressés sur ces sujets, je mentionnais bien sûr l'ouvrage du général de Villiers. Je partage complètement l'idée de l'exigence personnelle que ça signifie. Et oui, l'exercice du leadership est extrêmement difficile. La solitude, le niveau de contrôle de soi que ça demande est absolument faramineux. Vous ne pouvez effectivement plus rien dire qui ne soit retransmis. Donc, quelque part aussi, peut-être pour dire un mot, l'exigence d'exemplarité, elle n'est pas que moi qui me la donne à moi-même. En fait, elle m'est quelque part imposée par l'environnement aussi. Donc, il fait que quelque part, nous n'avons pas d'autre choix que de l'embrasser maintenant. Mais de toute façon, même nous, Charles-Henri, tu le sais très bien, on est noté par nos étudiants sur des comment on va dire, des modalités qu'ils partagent sur tel cours, tel prof, les exigences. Il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, c'est plus des discours qui vont nous protéger et c'est terminé, ni des postures abstraites. C'est vraiment que ce que nous allons être en mesure de faire au quotidien qui va l'impacter. Ne serait-ce que tu connais très bien la question des horaires. Si le prof arrive 1 minute en retard, c'est absolument, et surtout le premier jour, c'est dramatique. C'est dramatique.
Mais en même temps, je voudrais quand même finir sur une pointe positive parce que je sais que c'est un peu lourd comme sujet, hein. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, leader, ou même professeur comme nous, on sort un peu de là en se disant oh là là, il va falloir que j'assure sur tel et tel sujet. Et puis qui je regarde, moi autour de moi, je n'ai pas que des leaders exemplaires. Mais je voulais vous dire que c'est aussi quelque chose qui peut être positif pour la mission qui est la nôtre, tous autant qu'on est. Que quelque part, cette exigence que nous nous formulons à nous-mêmes, elle n'est pas qu'un poids. Elle est aussi une motivation, elle est aussi un sens. Parce que le ne cherche pas que en tant que collaborateur, on le cherche aussi en tant que manager. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire que l'exemplarité, c'est aussi une forme de sens en soi, comme avec les enfants, n'est-ce pas? La forme d'exemplarité à laquelle on s'astreint, on le fait aussi pour eux, même s'ils ne nous le rendent pas tout de suite, parce que quelque part, on sait que ça servira à leur comportement demain. Donc voilà, je voulais aussi finir sur ça et sur dire que c'est un métier dont nous devons être fiers. Et même si on opère dans un monde qui est parfois qualifié, stéréotypé négativement de capitaliste, c'est un monde qui fait vivre une grande partie de notre pays et on doit être fiers de ce que nous faisons aussi en tant que leader et de tout le travail que vous faites pour accompagner le développement de leurs compétences. Allez, pour finir, si vous voulez bien, Tessa, on a commencé avec une question un peu personnelle. On va finir, si vous le voulez bien, encore une fois, par une question personnelle. Vous avez dit, on vous a écouté, il y a des leaders qui m'appellent, des patrons qui m'appellent, je suis en contact avec eux, etc. Il y a des hommes, des personnages de premier plan qui ont été un peu vite notés, mal notés, etc., trop vite critiqués. Allez, au moins un nom. Qui, aujourd'hui, dans le paysage français, incarnerait, au fond, le mieux l'exemplarité? Aïe. Difficile, hein? Ah non, je pense qu'on en a. Après, ce qui est toujours très délicat, c'est le micro, si vous voulez bien. Le micro, oui. Je vous dis pourquoi je suis toujours très prudente, c'est parce que la question, c'est la somme des informations que je possède. Par exemple, si je pense que ce soit le patron de Michelin, par exemple, ou d'autres, ou ce qu'a fait la Maïf, son patron, pour moi, c'est tout à fait exemplaire. Donc, mais là où je suis prudente, c'est quand je n'ai pas l'ensemble des informations. Mais je pourrais citer ça. Après, moi, j'ai plein de dirigeants aujourd'hui de toutes petites structures ou de PME qui ont aussi depuis toujours un comportement exemplaire. Je pensais aussi, j'ai eu l'exemple partagé il n'y a pas longtemps de Monsieur Packard, qui a créé aussi Hewlett-Packard, et de son humilité et de la notion aussi d'être très au service des autres depuis toujours. Je pense qu'il y a plein de cas d'exemplarité dans le monde militaire. J'ai une pensée vraiment pour beaucoup de gens, peut-être pour Eisenhower en particulier, mais parce que c'est lié à une partie de l'histoire. Mais non, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sources d'inspiration, il y a beaucoup de dirigeants, de PME, de structures qui font des choses absolument extraordinaires. Et je pense qu'il faut les encourager. Je dirais que quand même, pareil, je peux me tromper parce que je n'ai pas toutes les infos. Je pense que le président de la République est sensible à ces enjeux d'exemplarité lui aussi, qu'après, comme toujours, comme toute organisation, il y a la question de comment sanctionner, de comment vérifier. En tout cas, je trouve que nous avançons vers un souci de l'exemplarité qui va de l'avant. Après, certaines entreprises sont plus avancées que d'autres. Certains conseils d'administration aussi sont plus avancés que d'autres sur ces questions-là. Mais si j'avais à finir, je dirais que moi, je vois quand même beaucoup de choses très positives. J'en vois aussi des négatifs, mais je pense qu'en sortie de cette situation, une certaine forme de tri se sera opéré malgré tout sur les entreprises et les leaders. Et tu vois, Tessa, juste sur ce point-là, au précédent congrès HR physique qui a eu lieu en octobre, on a fait venir le dirigeant indien Vineet Nayar. C'est la deuxième fois qu'on le fait venir. Et moi, ce qui me fascine chaque fois que j'anime des conférences avec lui, les gens sont absolument scotchés. Parce qu'il incarne quelque chose. Et quand il dit aujourd'hui, j'ai quitté mon entreprise pour diriger une fondation qui s'appelle la Sam Park Foundation, qui fait l'éducation de base de dizaines de milliers. C'est absolument incroyable ce qu'ils font en Inde. Tu vois, c'est ça l'exemplarité. Mais tu as parfaitement raison. Et pour Vineet, dans son cas, c'est particulièrement intéressant. Je pourrais finir sur l'exemplarité.
dans son témoignage. Au Ouais. moment où son père meurt, donc effectivement en Inde, il raconte que pour les femmes veuves, c'est très compliqué à Exact. ce moment-là. Et au moment où sa mère dit, je crois qu'ils sont 3 frères, si tu me corriges, mais je crois qu'ils sont 3 ou 4 frères, elle dit, nous ne demanderons pas la charité. Nous Ouais. nous en sortirons nous-mêmes. Nous en avons la capacité et elle l'a incarné. Et encore une fois, c'est intéressant parce que dans son modèle, vous me parliez de qui est ma référence, mais dans son cas, c'est sa mère. Donc, c'est pas forcément dans le monde organisationnel. Voilà. Très bel Il exemple. n'a pas- Merci de Ouais, m'avoir il en partagé parle. ça. D'ailleurs, je tiens à signaler que le lendemain après Vinit Nayar, il y a eu le patron de la Maïf, Pascal Ah, Demy. très bien. Donc, Oui. voilà. Et tu as raison de le signaler. Et pour conclure, parce que c'est au fond l'une de vos dernières réactions, à vous qui êtes avec nous, à cette question sur des noms, Arnaud dit et l'abbé Pierre en termes de figure d'exemplarité. Et puis il y a un bouquin pour Tessa aussi. Oui, il y a une question de Béatrice. Prochain ouvrage sur leadership et parentalité. Et voilà. C'était ça? Tout à fait. Je trouve que les parallèles sont assez flagrants. Tout à fait. Oui. Très bien, superbe. Merci, Merci. Tessa, merci Charles-Henri, merci à vous qui étiez avec nous, merci pour vos questions, merci Claire et toute l'équipe d'Arcadéo. À très vite et pensez à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci.